Gladys Mondière, psychologue, praticienne. J'ai longtemps travaillé dans la fonction publique hospitalière dans le nord de la France et aujourd'hui en libéral depuis quelques années et chargée de cours en Master 2, essentiellement psycho, depuis une vingtaine d'années dans les deux universités du Nord, enfin de Lille, et présidente de la Fédération française des psychologues et de psychologie. Pour moi, c'est tout bon. Ok, donc Benoît Schneider, je suis professeur émérite à l'Université de Lorraine, je suis président honoraire de la FFPP, et puis je suis encore, on reverra, il y a des choses avec la EPU dont j'ai été président pendant un moment, je suis encore actuellement, parce que ça a à voir avec cet enjeu présent, je suis le président de la Commission nationale des diplômes étrangers. Voilà, on reviendra sur ces questions-là au cours de notre propos. Donc, on va démarrer. Donc, allongement de la formation en vue de l'obtention du titre, c'est une actualité qui entraîne effectivement des enjeux importants pour notre profession. Donc, on s'est dit qu'à un moment donné, les communiqués et les informations, que ce soit sur les réseaux ou autres, ne suffisaient plus et que une information en direct serait voilà, un peu plus complète. Enfin, en tout cas, on l'espère. Donc, voilà un petit peu ce dont on va vous parler. Un groupe de travail au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Normalement, on a essayé à chaque fois d'expliquer tous les acronymes, mais n'hésitez pas dans les questions-réponses de redemander de formuler. On peut parfois oublier. Un groupe de travail, on va expliquer hein, de quand, d'où il vient et pourquoi et comment il est réactualisé, en tout cas en 2023. Quelques points de rappel. Pourquoi ce travail arrive aujourd'hui et comment on peut le contextualiser, c'est toujours intéressant. Les points de cadrage pour cet allongement des études, comment il peut être pensé en termes de durée, comment elle peut être pensée en termes de durée, en termes de diplômes délivrés, comment ça se passe, l'articulation entre les mentions, les spécialisations, les compétences spécifiques du côté articulé à la formation, le type de stage, quelle durée de stage, comment il peut se répartir, l'articulation, délivrance du titre, délivrance du diplôme, et puis nous terminerons par les parties prenantes de la décision du côté des politiques et des enjeux politiques et stratégiques. Et puis évidemment, on aura donc un long moment, on espère en tout cas, pour répondre aux questions qui seront posées. Je pense que, enfin, je vois juste quelqu'un qui a levé la main, je pense que puisqu'il y avait plus de 600 inscrits, là je vois qu'on n'atteint pas les 200, mais bon, ça c'est souvent ce qui arrive, mais on a donc dû prendre la forme webinaire, et la forme webinaire ne permet pas, me semble-t-il, enfin je pense, de discuter en direct. Mais par contre, vous avez les questions, le lieu de questions-réponses où vous avez, donc comme l'a expliqué Mélanie, vous avez Bruno Vivicorsi, Mélanie Gaucher et François Paco qui répondront à vos questions et surtout qui, dans la deuxième partie, nous les feront remonter par gros chapitres en quelque sorte. Ça marche comme ça. Donc, pour débuter, en janvier 2023, différentes organisations ont été invitées par Maria Pereira d'Acosta, qui est professeure de psychologie différentielle à l'Université Paris-Cité, qui est conseillère scientifique et pédagogique auprès de la DGSIP, c'est-à-dire la Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. Donc, une réunion, un groupe de travail qui a été mis en place là en janvier 2023. Il y a déjà eu des réunions et elles vont évidemment se poursuivre avec différentes organisations et instances représentées. Donc l'AEPU, pour ceux qui connaissent, c'est l'Association des enseignants-chercheurs en psychologie des universités. Le COFRADEC, c'est la Commission française de délivrance de la certification Europsy, certification européenne, dont certains pays européens adhérents à l'EFPA, qui
qui est l'Association des fédérations européennes de psychologie. La commission des diplômes étrangers, qui est la commission qui reçoit les demandes des personnes qui ont eu leur diplôme à l'étranger et qui veulent obtenir l'équivalence pour venir travailler en France et obtenir le numéro ADELI. Donc il y a une commission des diplômes étrangers, donc il y a un représentant là. La CNU, qui est la Commission nationale université, avec la section 16, qui est la section psychologie. Donc les universitaires sont représentés, hein, bien sûr. La FFPP, qui est la Fédération française des psychologues de psychologie, que je représente dans ce groupe de travail. La FENEPSI, la Fédération nationale des étudiants en psychologie. La SFP, la Société française de psychologie. Le SNP, le syndicat national des psychologues. Benoît, tu voulais compléter un point donc sur la un petit mot à la fois sur la composition de ce groupe et son histoire. Hein. Sur sa composition, il faut rappeler que le critère, la composition de ce groupe, qui a, j'y reviens tout de suite, de nombreuses années, a été mis en place sur la base suivante, c'est que toutes les structures ou les organisations présentes ne sont pas des structures sectorielles de la psychologie. Elles ont toutes pour mission, c'est dans leur statut, de couvrir l'ensemble des champs, l'ensemble des pratiques, voilà, l'ensemble des orientations. Donc, à la fois, il y a cette dimension, elle est tout à fait importante. Faut ajouter aussi que, et je reviens sur l'histoire, elles ont toutes travaillé à la formation de longue date, elles ont travaillé sur des effets réglementaires. Donc il y a là une voie d'entrée, il y a eu des débats sur la représentation de la profession, c'est une vraie question, mais il y a toute une histoire qui explique la mise en place des critères qui ont présidé à l'organisation de cette commission. Voilà, je crois qu'en passant à la diapo suivante, ça va pouvoir rendre compte de façon un peu plus claire de ce que je viens d'expliquer. Alors, quelques points de rappel, effectivement, ils sont fondamentalement importants puisque dans les débats récents, on a mis l'accent sur la reprise en réalité d'un groupe de travail en janvier 2023, mais les interactions avec le ministère sur ces questions sont très anciennes. Elles démarrent sous des formes un peu différentes d'il y a un peu plus d'une dizaine d'années sur des dossiers divers. Le groupe tel qu'il est à peu près constitué à l'heure actuelle démarre en 2018. À la suite d'interactions que nous avions avec le ministère a proposé une invitation sous cette forme pour réfléchir à l'allongement des études. Il a proposé ça au niveau d'un service du ministère, mais il n'y a pas eu, à cette époque, une sorte de feuille de route officielle donnée. Il y avait des discussions internes. Ces discussions ont duré pendant 2 ans, et c'est donc une réactualisation de ce groupe qui a été mis en place. Donc j'insiste sur les différents volets qui ont été antérieurs à la période précédente. Je disais tout à l'heure que ces organisations avaient travaillé. Ce n'était pas des échanges de négociations, c'était du travail. Il y a eu des référentiels qui ont été mis au point, d'abord pilotés, initiés par la EPU, mais en coordination avec les autres organisations, des documents qui ont servi au processus de validation d'acquis d'expérience. Il y a eu des documents qui ont été édités autour de la nomenclature des diplômes. Il y a eu des éléments qui ont été produits sur des référentiels licences qui figurent maintenant dans des référentiels nationaux. Donc il y a tout un ensemble de supports qui marquent une réelle activité de travail autour de ces diplômes. Il y a eu plus récemment encore, piloté par l'AEPU, mais à nouveau en coordination, la mise au point dans l'année passée des fiches RNCP, c'est le référentiel national des certifications professionnelles. Donc vous voyez qu'il y a toute une structure qui s'organise et qui est charpentée de très longue date. J'ai mentionné aussi tout à l'heure la commission des diplômes étrangers. Il y a des affaires qui se traitent et il y a des contentieux en justice qui fournissent une jurisprudence. Donc il y a toute une structure de longue durée qui accompagne le fonctionnement de ce groupe et puis qui l'explique. Voilà. Mais donc, ce groupe avait travaillé, son travail avait été provisoirement suspendu, faute de feuille de route officielle, et à une période où il y a eu le Covid, il y a le ministère, il y a eu un changement de gouvernement, il y a eu une période d'attente qui a expliqué que nous étions en attente d'une reprise. C'est donc sur la base de la continuité de ce dossier que l'invitation de début janvier a été relancée.
Elle a été relancée début janvier, indiscutablement dans un contexte nouveau, dans des enjeux nouveaux. Il y a eu d'ailleurs au sein du ministère lui-même des contacts avec ce qu'on appelle France Université, c'est-à-dire la coordination de l'ensemble des universités de France, qui réactualisait en son sein le dossier. Et puis là, on y reviendra aussi forcément dans le discours, ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années autour de l'arrivée de Montpsy, des relations avec le ministère de la Santé, qui ont fait évoluer la question. Mais donc en janvier, le ministère, par la voix de Maria Pereira, qui a donc une fonction de mission auprès des services de la DGSIP, a réalisé cette invitation avec le cadre dans lequel qu'on va réaborder maintenant à la diapo suivante. Oui, donc les mêmes partenaires, finalement, les mêmes organisations depuis quelques années autour de la table, sans surprise, même si effectivement le contexte a changé. Mais l'idée, c'est que ce sont des organisations très généralistes, comme le précisait Benoît, pas sectorisées dans un champ ou dans un autre. Donc, cette proposition de la suite des travaux et d'avancer sur cette question d'allongement des études, il faut bien savoir qu'au début, cette demande d'allongement des études, elle vient de la profession. Et c'est comme ça que les travaux ont commencé. Donc l'idée de la reprise de ces travaux, si le contexte effectivement est aussi différent dans ce cadre-là pour la profession, parce qu'il y a eu la crise sanitaire, parce que les psychologues sont devenus un peu plus, ont été plus mis en avant, et que donc l'idée, ça va être dans ce groupe de travail de convaincre le ministère et les interlocuteurs que cet allongement est possible, si toute la profession en est d'accord, sur la base des attentes formulées donc par la profession. Pour ça, il faudra prendre en compte les points d'accord, et les points d'accord, ils ont déjà été formulés en septembre 2019 par ces différentes organisations. Alors, je l'ai sous les yeux, c'est un communiqué que vous pouvez trouver assez facilement, qui a été un peu repris sur les réseaux récemment, mais en tout cas, c'est un communiqué de presse de septembre 2019 de l'AEPU, donc les organisations que je vous ai présentées, hein, la CNU, section 16, le COFRADEC Europsy, la FENEPSI, la FFPP, la SFP et le SNP. Donc ces organisations-là, déjà au travail ensemble, donc on fait un communiqué qui dit très rapidement, hein, je vous le rappelle, mais il est toujours d'actualité, hein, à l'initiative de la DGSIP, un groupe de travail lancé en novembre 2018 réfléchit à la réforme de la formation menant au titre de psychologue. Donc autour de la table, les organisations que je vous ai citées, représentant ainsi praticiens, enseignants-chercheurs, féminins, en psychologie et étudiants, se sont engagés dans ce travail auprès de la DGSIP. Les grands axes de la réflexion menée ont conduit les partenaires à réaffirmer conjointement leur attachement au titre unique, et ça on insistera beaucoup là-dessus parce que c'est le sujet de ces travaux, leur souhait d'un allongement qui servira à une professionnalisation accrue, qui s'inscrira dans le cadre d'un troisième cycle, post-master, ancré en sciences humaines, très important également pour chacun d'entre nous, et social, et qui aboutira à un diplôme national de psychologie de haut niveau. La réflexion pour cette formation réformée porte sur le développement des nouvelles compétences nécessaires du psychologue et sur l'accompagnement à l'exercice du métier, on en dira quelques mots. Si le cœur de l'allongement correspond à un pratica et au processus de réflexivité sur cette pratique et sur la déontologie professionnelle, il comprendra également des apports académiques et une formation à la recherche dispensée par l'université. La place des psychologues praticiennes dans l'accompagnement à la professionnalisation sur le terrain, dans le processus de formation et dans la délivrance du diplôme est réaffirmée. La durée envisagée du prolongement de formation n'est pas fixée a priori et reste en discussion. C'est toujours le cas. Le groupe est également particulièrement attentif à la question des financements pour les étudiants, aux passerelles possibles entre les formations, aux débouchés après licence et master de psychologie vers d'autres professions que psychologues. Cette réforme impliquera nécessairement une réécriture des textes juridiques pour préserver le caractère de profession réglementée et la délivrance d'un titre unique de psychologue ouvrant droit à l'exercice. Les enjeux de cette réforme invitent à réfléchir à la place prépondérante que les psychologues devraient occuper dans la société auprès du public et des organisations face aux problématiques humaines, individuelles et collectives, toujours plus complexes. Les psychologues doivent pouvoir y répondre grâce à une formation approfondie et diversifiée.
les organisations pour objectif à terme une revalorisation de la profession. Donc ça, c'est septembre 2019 et c'est toujours d'actualité. Vous trouvez ce communiqué, bien sûr, sur le site de la FFPP, mais vraisemblablement sur le site des organisations AEPU, SFP, SNP, mais bon, septembre 2019, il faut aller le rechercher. Donc des points essentiels hein, qui sont le fil rouge de ces travaux, le titre unique, donc ne pas diviser le titre en des champs spécifiques, santé, puisque c'est un peu le sujet sous-jacent, une formation assurée par les universités et pas par des organismes privés, une profession réglementée par les universités, puis on verra, oui, juste après d'ailleurs, une profession réglementée comme elle a été depuis 1985, un ancrage dans les sciences humaines et sociales, le refus de la paramédicalisation de la profession. Voilà, tout ça est toujours d'actualité et défendu par chacun, évidemment par la FFPP. Les préoccupations de la profession à l'origine de la demande d'allongement des études sont, comment dire, sont le cœur des échanges et des travaux qui redémarrent là et sont apparus évidemment de manière un petit peu plus prépondérante et donc on peut présupposer que du côté du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, il y aurait un mouvement différent d'acceptation ou d'ouverture, de réflexion sur cet allongement, différent des années précédentes où c'était quand même une fin de non-recevoir. Enfin, il n'y avait pas d'envie, il n'y a jamais eu de possibilité d'envisager véritablement un allongement au-delà de travaux de réflexion. Donc on peut espérer que les choses bougent autrement cette fois-ci, dans ce contexte qui est différent de toutes les manières qu'il soit. Donc ce sera dans l'importance de maintenir l'unicité du titre, et on le voit bien dans toutes les réflexions qui se font du côté de tantôt psychologue clinicien, cette petite musique qu'on a entendue quand même beaucoup à l'automne du côté du gouvernement, tendant à diviser un peu ce titre de psychologue qui pourrait être d'un côté un psychologue clinicien et de l'autre d'autres psychologues, sous-entendant bien sûr les psychologues dans le champ de la justice, de l'éducation, de la police, du médico-social et autres. Donc on s'est rendu compte aussi, et c'était le sujet des travaux dès les années 2010, mais pas plus particulièrement 2018 comme le disait Benoît, ce besoin de renforcement de la professionnalisation, de la formation, peut-être d'un allongement du stage, on y reviendra, dans un contexte d'évolution d'autres formations, et notamment ces formations dans le champ de la santé. Depuis les années 85 de la réglementation de notre titre, beaucoup de professionnels sont passés d'un niveau Bac plus 3 à un niveau Bac plus 5, voilà, et donc rendant un peu notre haut niveau d'études plus équivalent à d'autres, ce qui est très bien pour les autres professions évidemment, mais avec une nécessité pour nous de renforcer notre professionnalisation. Et dans le contexte particulier post-Ségur, une indispensable valorisation institutionnelle et en particulier salariale, pour laquelle, après avoir été interpellé à de multiples reprises, pour la première fois, le ministre de la Santé a parlé d'ouverture du dossier la dernière fois que je l'ai interpellé sur le sujet. Donc, la proposition du ministère de l'Enseignement supérieur via la DGSIP, c'est de réfléchir à l'opérationnalisation de ce que pourrait être une sixième année. Alors, une sixième année parce que, dans un premier temps, comme je vous le disais, c'est ce qui nous est proposé, c'est ce cadre de réflexion. On le verra, ou on reste en l'état actuel, ou une sixième année, mais passer directement à l'étape de 3 années après le master ou bac plus 8 n'est pas envisageable immédiatement du côté du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc l'idée, c'est de convaincre le ministère, si la profession le souhaite, et on va voir un peu comment et les autres interlocuteurs, de travailler cette hypothèse de sixième année. Et je rappelle juste, mais bon, c'est surtout à tous nos adhérents qui sont là en ligne, que justement, après
ce webinaire et après le fait de pouvoir l'enregistrer et de pouvoir le repasser à ceux qui ne l'ont pas vu, une décision sera prise pour la position de la FFP, décision qui n'a pas été prise, même si on a déjà échangé, et c'était le sujet de notre bureau fédéral élargi de fin janvier, sur la question de l'allongement des études, mais on n'a pas tranché sur, voilà, sur en tout cas la durée exactement. Je ne sais, excusez-moi, la diapo suivante. Donc, il va falloir réfléchir avec les parties prenantes et le groupe de travail qui s'est mis en route aux éléments structurants, excusez-moi, qui semblent indispensables dans cette 6e année, que ce soit du côté du stage, du côté de l'enseignement académique, du côté de la déontologie, voilà, du côté de tout un tas de choses qu'on va essayer d'ailleurs de juste profiler comme hypothèse de travail. L'objectif est donc de dégager une sorte de squelette de cette 6e année idéale, tout en réfléchissant aux propositions qui seront faites. Chaque année, 4500 psychologues sont diplômés au sein de 30 universités ou établissements publics et 5 instituts ou universités privées. Donc le calendrier n'est pas encore posé, mais il sera posé si le ministère de l'Enseignement supérieur et la profession veut s'engager sur une réflexion sur cette 6e année. Et des universités, il faut prendre en considération différents paramètres qu'on vous présentera, mais les universités n'enseignent pas toute la psychologie, évidemment, comme vous le savez, sur les 80 universités françaises. Mais par contre, la réglementation, elle est unique pour tous les diplômes, depuis LMD en particulier. Donc, on ne peut pas faire juste des petites choses juste pour la psychologie. Il va falloir aussi se mettre dans cette architecture-là. Et bien sûr, voilà, on rappelle là, dans cet endroit-là, à cet endroit-là, que l'autonomie des universités construisent leur offre de formation, et c'est très important à rappeler puisque enfin, ça a été un sujet à différents endroits sur la question de l'autisme, l'enseignement, des choses comme ça. L'autonomie des universités en France, on y est très sensible. Je crois que c'est à toi, Benoît. Peut-être que tu peux compléter aussi. Oui, mais je vais revenir sur, oui, passe à la diapo suivante. Mais avant de revenir sur ce détail, je veux peut-être réinsister sur les points suivants parce qu'il y a une certaine confusion qu'on va essayer de lever par rapport à ce qui se raconte ces temps-ci, hein. Vous avez bien vu que le ministère de l'enseignement supérieur n'était pas demandeur. Pour l'instant, il répond à l'attente de la profession qui consiste à allonger les études. Sa position a peut-être changé récemment étant donné l'importance prise par la psychologie dans les 2 dernières années, mais en tout cas, il n'était pas en attente. C'est nous qui étions demandeurs. La discussion s'ouvre. Contrairement aussi à ce qui a pu se dire, il n'y a surtout pas de dossier qui serait tout prêt, compacté, pour 2 raisons essentielles. D'accord ? C'est que ce n'est pas du rôle du ministère que de construire des diplômes. C'est ni son rôle ni sa fonction. Il encadre, il fixe un cadre général, ça relève du travail des universités. Deuxième point essentiel qui s'articule au premier, le montage des diplômes. Il relève effectivement de l'autonomie des universités et dans ce cadre-là, on a bien une disjonction totale des compétences, on y reviendra, donc on n'est pas du tout, par exemple, dans un modèle qui serait proche de ce que pourrait mettre en place le ministère de la Santé dans des domaines spécifiques. Ici, on est dans un schéma complexe avec un contenu pour lequel nous traçons des grandes lignes. Et la carte qui peut être demandée ou délivrée par le ministère de l'Enseignement supérieur à l'étape où on se trouve, c'est de dire « montrez-nous que vous pouvez construire un dossier solide ». Et on rentre dans cette étape en ayant fixé les bases de départ. Voilà, donc on est à cette étape-là du processus. Le détail de ce qu'on va vous montrer ensuite va expliquer un peu la mécanique compliquée, la procédure d'élaboration du diplôme et puis des enjeux qui sont posés. Vous voyez, il y a beaucoup de questions. On a ramené ici, ça, ce n'est pas un cadrage, ça a été brassé dans les discussions avec le ministère, mais c'est une reconstruction, une formalisation qu'on a faite ici pour essayer de bien comprendre
dans cette plage les enjeux essentiels. Il y en a des secondaires, on donne quelques exemples plus loin. On l'a montré dans la page de départ, dans le plan général. Vous voyez, il y a d'abord la question de quelle durée si on allonge, hein. On peut dire on reste sur place, mais on allonge d'1 an, on allonge de 6 ans, il pourrait y avoir des situations intermédiaires. Voilà. Si on allonge, on délivre quel diplôme? Première question. Hein. La deuxième question, c'est on est dans un dispositif actuel qui est cadré au plan national, qu'on ne peut pas bouger, je reviens à l'instant, on est dans le cadre de mention, si on doit avancer, comment on organise cette avancée dans les études? Après, il y a la durée, mais c'est bien la question des diplômes, on vient de le dire, on va y revenir et préciser ce que pourraient être les diplômes qui permettraient un encadrement de cette avancée. Si on dit diplôme, on dit compétence, ça c'est la règle d'élaboration des diplômes à l'heure actuelle. Quand on débouche sur de la professionnalisation, il faut fixer les compétences qui sont définies par la structure de formation. Donc, il faut essayer de voir ce qui peut s'imaginer dans ce cadre et quel statut ça a. On voit bien qu'en ce qui concerne une fonction professionnelle comme la nôtre, la question des stages, c'est une question majeure. Donc, comment on organise les différentes facettes qui sont là à l'écran, la gestion, l'encadrement, le financement. Et puis ensuite, question importante aussi, qui est à l'interface entre les compétences du ministère de l'Enseignement supérieur par la délivrance de diplômes et puis l'accès à la professionnalisation par la voie de l'attribution de la délivrance du titre, cette question d'articulation, elle est aussi complexe et fondamentale, et on y reviendra aussi dans une diapo spécifique. Voilà, on prolonge cette diapo suivante. Pour ça, on ne pourra pas traiter tous les problèmes, mais on voit bien que s'ajoute à ça une série de sous-problèmes importants, mais qui dépendent du traitement des premiers. Qu'est-ce qu'il en est si des étudiants sortent avec un master qui ne disparaît pas? Qu'est-ce qu'ils deviennent s'ils ne continuent pas dans la formation plus avancée? Comment, ça c'est une attention tout à fait fondamentale du ministère, c'est comment on traite l'ensemble des flux des étudiants et des psychologues tels qu'ils existent dans le paysage actuel. Il y a des statuts particuliers comme les psychologues de l'éducation nationale qui connaissent déjà une 6e année. Il dit un mot de la commission des diplômes étrangers. Est-ce que ça a une incidence dans le traitement de leurs demandes? Et puis, il y a aussi la question qui est loin d'être négligeable à l'heure actuelle dans beaucoup de diplômes, en particulier en psychologie, comment se situe la question d'une offre de formation qui est par exemple délivrée par des universités privées. Donc, vous voyez qu'il y a là un ensemble de sous-questions qu'il faudra aborder. Mais on va essayer de sentir déjà avec beaucoup d'informations et de complexité à cette charpente générale. Et donc, on peut revenir d'emblée à la question de le premier point qui était l'allongement des études. Oui, l'allongement des études. Donc, en l'état, nous en sommes à un master, anciennement DESS d'ailleurs, qu'on a tous souvent regretté puisqu'il s'inscrivait dans la première année du 3e cycle. Et là, on est dans le cadre LMD Master. Donc, aujourd'hui, il n'y aurait pas de changement. On peut encore rester dans ce cadre-là, hein, pas de changement. Évidemment, pas de barrage par rapport, je vais revenir sur ce point, pas de barrage par rapport au ministère de la Santé. Évidemment, pas de question de financement, puisque vous imaginez bien que le financement de tout cet allongement des études est un point important. Pas de barrage par rapport au ministère de la Santé, c'est une question puisque on entend, et c'est assez juste, que dans le cadre du conventionnement en particulier, mais pas seulement, dans le cadre des psychologues à l'hôpital, il y a ce que je disais tout à l'heure, petite musique de psychologue clinicien, et même si cela ne relève pas des prérogatives du ministère de la Santé de s'occuper des sciences humaines et des psychologues, il n'empêche que on peut imaginer que une exigence pour les psychologues dans le champ de la santé, dans le champ de la clinique, puisque c'est cliniciens qu'on entend le plus souvent, il y aurait une volonté du côté du, enfin, en tout cas, une volonté, elle n'est pas affichée aujourd'hui, mais
vraisemblablement une possibilité du côté du ministère de la Santé, je ne sais pas trop comment le formuler puisque ce n'est pas du tout officiel et c'est surtout échangé entre psychologues, de nous proposer une formation qui relèverait de son champ, du champ de la santé, du champ de la médecine. Et c'est vrai que c'est quand même une petite musique qui revient assez régulièrement, mais enfin, pourquoi vous ne voulez pas vous inscrire dans le champ de la médecine? Parce qu'on est inscrit dans le champ des sciences humaines et qu'on y tient beaucoup. Sinon, on serait allé en médecine, me semble-t-il. Donc ça, où on ne change rien, mais à ce moment-là, on n'aura pas d'opposition en termes de professionnalisation du côté du ministère de la Santé. J'espère être clair, mais s'il y a des questions là-dessus, n'hésitez pas. Proposition d'une 6e année, donc une année supplémentaire qui pourrait s'inscrire dans un 3e cycle qui dépasse le second cycle pour une reconnaissance qui évidemment est plus simple si on compare à 3 années, mais qui demande un sacré travail par rapport à pas de changement. Et il y aurait à ce moment-là une seule année de transition à assurer, c'est-à-dire que une seule année, par exemple, où il n'y a pas de psychologue qui sortent par rapport à un bac, oui, bac plus 5, il y aura des moments de décalage. Et puis une seule année aussi à, comment dire, à gérer par rapport à tous ceux qui sont à bac plus 5 aujourd'hui, puisqu'il va falloir réfléchir un peu cette, comment dire, ce que disait Benoît tout à l'heure, l'histoire de ce qui dit très joliment du stock, c'est-à-dire nous tous, a priori, sauf les étudiants qui sont en ligne, qui avons un bac plus 5, ou même un doctorat, puisque c'est celui de recherche. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Quel type de clause, quand on parle de clause du grand-père, comment elle s'établit, voilà, à partir de quoi? Une 6e année avec quelle voie diplômante? Alors il y a deux possibilités, entre autres, la possibilité d'un diplôme universitaire ou diplôme interuniversitaire, j'y reviendrai un peu sur ce que ça comprend, ou un diplôme d'État. Le diplôme d'État, c'est, puisqu'on a demandé précision sur ce que ça recouvrait exactement, c'est une réglementation et une harmonisation nationale des contenus pour l'ensemble des universités. C'est quelque chose d'un petit peu plus réglementé en termes d'exigence de temps de stage, d'exigence d'harmonisation des contenus. Bien sûr, en termes de financement, un diplôme d'État permet d'accéder aux bourses. Un diplôme d'État permet une alternance, comme jusqu'alors, mais enfin le diplôme d'État, ce qui n'est pas le cas d'un point de vue financier pour les étudiants. S'ils s'inscrivent dans un DU ou dans un DEU, à ce moment-là, l'inscription est payante, pas des moindres, vis-à-vis versus l'inscription universitaire classique, comme chaque année. Du côté du côté de l'allongement, pour que ce soit 6 ou d'ailleurs 8 années, il y a, je vais le dire là, je reviendrai peut-être sur l'approfondissement, non, je vais finir juste sur le dernier point sur le doctorat, et je vais vous parler du financement qui concerne aussi bien la 6e et la 8e année, les 8e années, pardon. Donc un doctorat d'exercice, puisque c'est comme ça que ça avait été travaillé jusqu'alors, d'ailleurs, en particulier sous une forme de pratica, qu'avait évoqué le Maléfant dans un des textes relus récemment, mais pas partagé par d'autres. Donc un approfondissement plus important, avec une reconnaissance supposée évidemment supérieure de la formation. Actuellement, les difficultés, c'est que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche n'ouvre pas sur cette 8e année, même si le dossier sera présenté aussi bien avec une proposition 6e qu'une proposition 8e. Mais dans les faits, il y a un frein majeur du côté du ministère de l'Enseignement supérieur, sachant que ça fait plus de 10 ans qu'il y a un frein majeur du côté du ministère de l'Enseignement tout court, comme ça a été présenté pour l'allongement. C'est qu'on peut imaginer qu'il y aurait éventuellement une possibilité. De France Université aussi, pour
la complexité de rallonger immédiatement sur 8 années. Il y aurait 3 années de transition à assurer, 3 années de réflexion aussi sur ces fameuses clauses de grand-père. Comment on fait pour réagréer les personnes qui sont à Bac plus 5, les psychologues à Bac plus 5, pour rattraper ce niveau Bac plus 8. Et enfin, un point très important par rapport à un Bac plus 8, de nombreuses études montrent, et on n'est pas sans savoir, qu'évidemment, les personnes qui s'inscrivent dans un cursus universitaire ne sont pas les mêmes, celles qui s'inscrivent jusqu'à un cursus DUT, Bac plus 5, Bac plus 6 ou Bac plus 8. Il y a une inégalité sociale majeure face au diplôme de longues études. Même si de nombreuses organisations évoquent l'idée, et ce serait à juste titre, même si ce n'est pas du tout dans l'air du temps du gouvernement, mais que ce soit pris en charge par l'État. Même pour les universités, les diplômes, les années d'études où il y a une partie plus ou moins prise en charge par l'État. Si on prend l'exemple de médecine, à partir de l'externat et de l'internat, il y a quand même un financement, donc on pourrait penser les choses comme ça, même si j'insiste, ce n'est pas dans l'air du temps. Néanmoins, il y a une inégalité sociale majeure face à ce type de diplôme à considérer. Et je pense qu'aujourd'hui, on a des tas de psychologues qui ne se seraient jamais engagés sur un Bac plus 8 il y a quelques années, si c'était le cas, compte tenu de leur catégorie sociale et qui sont socio-économiques et qui sont d'excellents psychologues aujourd'hui. Alors justement, qui finance l'allongement? Différents registres de financement assurés. Bien sûr, donc c'est le point qui fait raccord avec ce que j'étais en train de dire. Ce sont les étudiants. Travailler pendant les études, payer des études plus longues, c'est un coût. On voit des modèles à l'étranger où les étudiants, et ça arrive un peu en France, commencent à faire des prêts pour faire leurs études, qui n'est pas l'idée de l'enseignement public gratuit, qui ne l'est plus depuis des années quand même, mais bon. Donc une part du côté des étudiants, une part importante, une part du côté des universités, avec les enseignements et les stages, et une part du côté des institutions, puisque si c'est Bac plus 6 ou Bac plus 8, justement, il y a une part importante des stages à prendre en considération. Évidemment, ce n'est pas le même niveau d'implication des institutions, qu'elles soient d'État ou privées, médico-sociales, Convention 66 ou autres, si c'est dans le cadre d'un stage d'une 6e année ou de 3 années complémentaires. Donc c'est évidemment pas le même financement du côté des institutions. Et enfin, du côté des tuteurs de stage, si on est sur une 6e année ou sur une 8e année, le temps dédié à l'accompagnement, comment on choisit bien sûr les référents de stage, mais je crois que ça on va y revenir, mais surtout comment on finance ce temps dédié qui doit être pris en compte. Je pense que j'ai terminé pour cette diapo. Est-ce qu'il y aurait des choses que j'aurais oubliées, Benoît? Je vais donner un ou deux compléments pour insister Oui, sur des points qui font aussi écho à l'une ou l'autre question que j'ai vue en marge, sur le ah oui, registre pas regardé. du financement, pour essayer d'illustrer la complexité de la mécanique. Bien évidemment, les financeurs sont en première ligne. Alors, j'ai dit tout à l'heure, le ministère sur les diplômes, il ne décide pas, il encadre. Et à nouveau, dans le cadre de l'autonomie de l'université, il ne finance pas les formations. Il fournit une dotation globale aux universités. Donc les universités qui accueillent, les universités se réunissent toutes entre elles, les 80 universités de France se réunissent toutes entre elles, et il y en a que 30 qui délivrent des diplômes de psychologie, mais elles définissent toutes des règles communes. La discipline de psycho est une grosse discipline avec beaucoup de monde. Si on change les règles du jeu, c'est un gros enjeu financier pour les universités. Augmenter d'une année est déjà compliqué, augmenter de 3 années coûte extrêmement cher. Donc, la décision relève
de leur propre gestion interne. On voit bien que c'est lourd à financer. J'ai vu tout à l'heure une question, et on pourra détailler tout ça, une question sur les propositions de financement en termes d'internat. Le problème n'est pas sur la perspective du caractère judicieux d'un tel internat. Bien évidemment, c'est une piste intéressante. Bien évidemment. Le problème, c'est de savoir, quand on a actuellement plus de 4000 étudiants ou 5000 qui sont inscrits dans les masters et qui s'inscriraient de façon libre dans une formation avancée, c'est qui finance à la fois la formation au sein de l'université et qui financerait ces 4500 dispositifs d'internat. Donc on voit bien que le gap ici entre 1 année et 3 années est tout à fait important et que si les psychologues souhaitent, il y a des décideurs qui sont tout de même en première ligne par rapport au fait d'ouvrir les vannes. Et il faut bien voir que quand on négocie un dossier avec le ministère, son idée est de dire « votre projet formel tiendra la route si vous nous montrez que tout ça tient la route ». Si d'emblée on dit les universités, ou on voit que les universités ne sont pas partantes, on est confronté à un obstacle tout à fait important. Voilà, donc on aura l'occasion de revenir sur ces points-là. Mais on peut passer du coup, je crois, au deuxième volet, hein, enfin, celui qui suit, là, après voilà. Donc ça, c'est la question de, vous voyez, si on prolonge, ça se situe dans quel cadre? Ça permet d'illustrer un premier problème. Donc vous voyez qu'à l'heure actuelle, et vous vous rappelez, qu'il existe une nomenclature des masters avec des mentions. Leur intitulé a été rappelé. Hein, à l'heure actuelle, il en existe 7, et j'ai mis un etc. J'explique pourquoi. Alors ça, premier point de rappel fondamental, cette nomenclature des masters relève d'une réglementation nationale qui concerne toutes les universités, toutes les disciplines. Il n'y aura pas de changement sur cette réglementation. Elle s'impose, elle encadre les masters et il n'est pas possible d'y toucher. La psychologie n'a pas compétence, n'a pas qualité, n'a pas force pour bousculer une réglementation à laquelle les universités sont attachées, qui sont fixées par décret et qui concernerait une seule des disciplines. Il y en a bien d'autres, des dizaines et des dizaines qui sont encadrées par le même dispositif. Donc, 1, on ne peut pas y toucher. 2, pourquoi on a mis le « etc.» C'est qu'on se rappelle que la réglementation a changé par rapport au modèle initial. Il y avait 5 mentions. On a cru qu'on pourrait les redéfinir. Il y a eu une transformation de la réglementation qui a ouvert un système et qui permet au coup par coup de rajouter des mentions. Rien n'exclut formellement que de nouvelles mentions s'ajoutent. Mais nous sommes tenus de nous tenir à ce cadre avec la délivrance de master qui ne changera pas. Donc, si on va plus loin dans les années, c'est ce qui est expliqué tout à l'heure, il faut changer de diplôme qui prolonge les masters. Ça oblige à conserver l'homogénéité des masters et en définir les règles, et puis donc à s'interroger sur comment serait pensé le contenu d'un diplôme plus avancé. Donc c'est mis en bleu ici avec différentes hypothèses, parce qu'on a 2 schémas de raisonnement possibles. Soit cette prolongation, que ce soit en 1 an ou en 3 ans, serait une continuité des spécialisations de master, soit c'est une autre façon d'approcher les choses. Une autre façon d'approcher les choses qui se situe, mais ici, concevez bien que c'est un exemple de proposition, ça n'est pas quelque chose qui a été arrêté dans un quelconque groupe de travail. Ça a déjà été dicté dans des productions qui étaient des productions réflexives. Mais la proposition ou l'idée ici, c'est d'envisager quelque chose qui tourne autour de champs professionnels et de branches professionnelles, mais ça recouvre une idée sous-jacente tout à fait importante. C'est que l'effet de cette prolongation avancée en 1 ou 3 ans est soumis à une double logique. On sait qu'on est tous attachés au titre unique, mais il s'agit de se demander si le titre unique intègre, comprend, s'accompagne, mais lisse les spécialisations ou en distingue certaines. Il est difficile de penser qu'on soutienne la nécessité de formation avancée, y compris jusqu'à 3 ans, en pensant que le diplôme terminal vaudrait strictement équivalence de compétences sur chacun des niveaux. Ça, c'est tout de même un champ d'interrogation.
Mais dans la logique avec laquelle on essaie de réfléchir ici, c'est de ne pas s'intéresser qu'à un seul secteur, c'est-à-dire ce qui tourne autour de la santé ou de la clinique, parce qu'il y aurait des dispositions ou des caractéristiques spécifiques, mais d'articuler le tout dans le cadre du titre unique. Donc ça veut dire, quand par exemple on envisage ces 3 branches, que ce serait à la fois définir des compétences et des caractéristiques spécifiques, mais en traitant le tout, de penser en même temps dans le cadre unique les voies de passage d'un secteur à l'autre, soit dans le cours de la formation initiale et surtout dans le cours de la formation continue, puisqu'on peut avoir des étudiants qui auraient été diplômés et formés dans l'un ou l'autre secteur, qui avancent dans une carrière, qui complètent des compétences, qui font des formations continues, qui reviennent à la fac et qui souhaitent, comme on le voit maintenant, changer le sens de leur orientation. Mais tout ça, il faut non pas le penser après, mais il faut le penser avant, au moment où on construit ces branches. Donc il ne s'agit surtout pas de dire on travaille sur un secteur donné, puis les restes, ça suivra en même temps. Il faut penser le tout de façon articulée, à la fois pour le penser en termes de diplôme, et à la fois pour le penser en termes de qui délivre les diplômes et comment ça s'articule à la délivrance du titre de psychologue qui fera l'objet de la dernière partie. Voilà, donc voilà l'idée ici vous voyez que c'est un choix et un choix essentiel de réflexion et qu'on n'a pas la même gestion du tout dans la durée selon qu'on est sur des continuités de spécialisation. Donc on voit que les mentions ne sont pas forcément terminées, elles pourront encore s'ouvrir, mais on est sur des champs très segmentés et puis sur des champs. Pourquoi? Vous voyez, il y a une curiosité dans le tableau, santé ou clinique. Alors, pourquoi il y a ce point d'interrogation? Pour la raison suivante, elle est fondamentale. Là aussi, on voit souvent, vous savez très bien, on entend souvent qu'on revendique, il est parfois question de psychologue clinicien et beaucoup s'accordent à penser que ça représente un champ homogène. En réalité, on se rappelle que ça n'existe pas, le titre de psychologue clinicien, il y a un titre unique, mais que si on cherche à définir à l'heure actuelle, du point de vue de la structuration et de la délivrance des diplômes, qui est le seul point solide et réel, ce que recouvre la notion de psychologie clinique, on est loin d'avoir une définition claire. Ça recouvre un champ des mouvances et des acceptions extrêmement large. Donc, si dans un allongement de diplôme, on doit déboucher sur des compétences particulières, mais qui s'articulent à des droits spécifiques, c'est-à-dire par exemple l'accès à certains concours. Là, on ne peut plus être dans la nébuleuse. Si on a quelque chose qui relève d'une reconnaissance par grand champ, ça laisse des accès relativement ouverts. Si on est dans des voies déterminées à partir d'une nomenclature telle qu'elle existe en vers, qui est très très mal faite parce qu'elle a résulté d'une histoire trop compliquée, on voit qu'on est dans un modèle beaucoup plus complexe, sujet à des tensions, des conflits dont on n'est pas loin de sortir. Voilà, donc c'est le deuxième point sur lequel on voulait revenir, et je crois qu'on peut passer au troisième volet, qui est celui des compétences. Oui, alors ce sont des exemples de réflexion, hein, parce que justement, il n'y a rien eu de travaillé. C'est ce qui est proposé par le ministère, pas ce qui est sur la diapo, c'est de travailler ensemble sur des compétences. Comment cette sixième année va avoir une plus-value pour la profession. Voilà, qu'est-ce qu'on va apporter dans cette sixième année? Bien sûr, du stage, mais aussi de l'enseignement académique, qui concerne quoi? Là, on a mis différentes dimensions. Je vous renvoie aussi au travail qui a été fait, qui était un peu souvent cité, un numéro spécial de Fédéré, qui est le numéro 96, sur tout un groupe de travail sur l'allongement des études. Bien sûr, c'était avant ces derniers mouvements, mais enfin, il y a quand même encore beaucoup de choses très intéressantes dans ce document qui a été fait de manière collective et porté par la mission formation initiale et formation continue à la FFPP. Donc, en tout cas, là, différentes comme ça, vous pouvez voir, bien sûr, qu'on peut réfléchir la supervision, on peut réfléchir la question
de l'analyse des pratiques, de montage de projets, comme c'est demandé dans différentes fiches de poste, en termes de mission, d'activité. Bien sûr, sur les compétences et les connaissances, il y a des points du côté de la recherche, de la méthodologie à la recherche, mais aussi de l'évaluation psychologique, des conduites de prise en charge, de la rédaction des écrits. On sait que c'est un gros sujet chez les psychologues, la rédaction des écrits, ce qu'on peut écrire, ce qu'on ne peut pas écrire, euh, quand est-ce qu'on est dans le champ du secret, quand est-ce qu'on ne l'est pas, enfin bref, on sait bien toutes ces formations continues qu'on est obligé de poursuivre parce que ça n'est pas suffisamment enseigné à l'université. La question de la déontologie, voilà, des lois et des règlements sur les structures d'accueil, si on pense à l'hôpital, évidemment, qui est plus le sujet que je connais, c'est tout ce qui concerne la loi d'hospitalisation sous contrainte, la loi de la psychiatrie de secteur, enfin, il y a l'organisation des pôles, les instances décisionnelles, toutes ces connaissances organisationnelles qui sont peu connues des psychologues, bien sûr les dimensions juridiques sur le signalement, sur voilà, tout un tas de choses qui contraignent les psychologues dans le cadre du secret, enfin dans des choses comme ça. Mission et activité, je vous laisse, ce sont des exemples et du coup des fonctionnalités qui peuvent se réfléchir en termes de coordination, de responsabilité et de conception que peuvent avoir les psychologues. Bon, mais ça, ce sont vraiment des exemples intra-FFPP qui vont être mis au travail au sein de la FFPP et après dans l'ensemble, pas celle-ci spécifiquement, hein, mais entre autres, c'est très généraliste hein, ce qu'on vous met là dans le groupe de travail. Les stages. Voilà, donc sur la question des stages, là aussi, c'est revenir d'abord sur un point d'attention qui a été pointé tout à l'heure à propos de la délivrance des masters. Hein. Il s'agit de conjuguer une articulation entre deux niveaux. Rappelez, j'ai dit que les masters ne bougeraient pas. Donc, dans le contenu des masters, il faut avoir spécifié ce qui relève de cette partie diplômante. Hein. On se rappelle aussi qu'à l'heure actuelle, dans le cadre de la délivrance du titre de psychologue, on a donc la licence de psychologie, un master de psychologie et un stage de 500 heures qui relève d'un arrêté spécifique. Hein. Donc, si on conçoit que la formation globale de psychologue doit comprendre un volume d'heures de stage supérieur, je prends un exemple purement théorique, il n'y a pas eu de discussion précise sur cette question, mais si on se dit qu'il faut passer par exemple de 500 heures à 1000 heures, il faudra définir combien d'heures relèvent de chaque niveau du cursus. Et ça, il faudra bien le préciser, et ça ne pourra pas relever de décision locale, puisqu'il y a bien une partie qui relève du niveau master et une partie qui relève du niveau 1 ou 3 années. Donc on est là dans une situation de clarification nécessaire qui amènerait donc, on le voit bien, une modification de l'arrêté de 2006 qui fixe actuellement le cadre de notre profession réglementée. Hein, donc on a bien ici une double voie à définir, qui est la durée de formation globale sur le terrain permettant l'accès au titre de psychologue et les modalités selon lesquelles le fractionnement entre les niveaux de diplôme s'opère. Oui, du côté des stages, ensuite, il y a la question de l'encadrement, de l'accompagnement universitaire, de l'accompagnement du praticien. Donc, on l'a vu tout à l'heure un peu du côté des universités, il y a le statut et le financement. Du côté des praticiens, actuellement, on demande pour accueillir un étudiant en Master 2 d'avoir 3 ans d'expérience. C'est d'ailleurs là-dessus qu'on s'est basé pour cette histoire d'accéder au dispositif psy de conventionnement. Mais pour un allongement des études, de quel niveau d'expérience on demanderait aux psychologues pour accueillir les postulants à la 6e ou à la 8e année, en l'occurrence, quels seraient
comment dire, les indicateurs que l'on prendrait pour accueillir, quels seraient les lieux et les questions pour l'agrément des lieux de stage, l'agrément donc des professionnels, qui va, quel financement dédié pour les praticiens qui, j'avais un peu évoqué tout à l'heure, qui vont accueillir. Là, c'est un peu dans les fiches de poste, c'est reconnu, les psychologues accueillent les stagiaires. On sait tous, en accueillant les stagiaires, que c'est compliqué, que ça demande du travail, que ça demande une attention. Et d'ailleurs, enfin, on vit ces dernières années beaucoup de difficultés, encore plus de difficultés pour les étudiants à trouver des lieux de stage, même dans des lieux où les stages sont gratifiés d'ailleurs. Donc ça devient un petit peu compliqué. Quel potentiel d'accueil? Et évidemment, si on parle de 4500 étudiants par année diplômés, on imagine quel serait le potentiel d'accueil en fonction d'une année ou de 3 années supplémentaires de stage. Et ensuite, quel dispositif serait à mettre en place pour la validation de ces stages? Un carnet de stage, ça fait longtemps que certains y travaillent tout au long de la formation. Le rapport de stage, qui est déjà un peu d'actualité pour le Master 2, Master 1. Et quel type de soutenance, comment, la soutenance par qui, avec qui, enfin voilà, il y aurait tout un tas de choses à penser sur ce stage, dans leur contenu, leur encadrement, leur durée. Je peux passer à la suivante, Benoît? Oui. La délivrance du titre, donc. Voilà, donc la délivrance du titre. On essaie de reclarifier aussi les enjeux puis les conséquences de l'articulation entre deux phases. En réalité, sous l'expression délivrance du titre, il y a une certaine ambiguïté parce qu'il est difficile de préciser. Il n'y a pas de lieu spécifique à la délivrance. Pourquoi? Puisque notre dispositif actuel prévoit deux dispositions. C'est d'une part la délivrance de diplômes par l'université, licence, master et le stage, et d'autre part, un enregistrement du titre dans le cadre de la délivrance du numéro ADLI qui se transforme en RPPS. Ça, c'est la situation actuelle. Voilà. Mais on est confronté à deux types de problèmes. Quel que soit l'allongement d'abord, vous voyez que si un changement de diplôme vaut pour les étudiants qui sortiront avec cette nouvelle formation diplômante. D'une part, premier niveau qu'on n'a pas suffisamment rappelé tout à l'heure, c'est que si on est sur un allongement d'1 an, il n'y aura pas de nouveaux psychologues pendant 1 an. Si on est sur un allongement de 3 ans, il n'y aura pas de nouveaux psychologues sur le marché de l'emploi pendant 3 ans. Ça n'est pas un problème négligeable, il faut quand même le prendre en compte. Mais ensuite, considère aussi, je reviendrai, j'ai vu une question de Damien André tout à l'heure sur les 4500 diplômés en France, je reviendrai sur le mode de calcul qui préside à cette évaluation. Mais en tout cas, est-ce que si on allonge d'1 an, on se trouvera toujours avec 4500 étudiants, même s'il n'y a pas de sélection à l'entrée? Est-ce qu'on se retrouvera avec le nombre de mêmes psychologues diplômés à l'issue d'une formation en 3 ans, sur l'ensemble des formations, puisque nous tenons à l'idée de titre unique? Donc on voit qu'il y a une certaine conséquence ici, mais si ça concerne les futurs étudiants, mais si en même temps l'obtention du titre de psychologue est soumise à une nouvelle réglementation, on se retrouve dans la situation que l'on a connue en 1985, quand la loi sur le titre est parue, qui a été en gros articulée à l'existence des DESS. Il y a fallu traiter la situation de tous les psychologues en exercice qui n'avaient pas ce niveau de diplôme parce que ce niveau de diplôme n'était pas exigé au moment où ils sont entrés en emploi. Alors, qu'est-ce qu'on a fait à cette époque? C'est pour ça qu'est indiqué l'idée de clause du grand-père. Les psychologues qui ont souhaité obtenir le titre de psychologue, et normalement il était indispensable, ils ont dû faire une demande auprès de commissions spécialisées qui ont traité leur dossier, en gros par un processus de validation d'acquis, sur la base de leur année d'expérience ou de complément de formation.
Donc, cette situation-là, on devrait normalement la retrouver. Et donc, on voit bien aussi, quand on envisage la complexité des diplômes tels que je l'ai posé tout à l'heure avec les mentions, quand on rentre dans un dispositif de validation, on n'a pas un schéma simple avec des mentions telles qu'elles existent depuis 4 ans. On a 30 ans de diplôme à faire intégrer dans un dispositif comme celui-là. Donc, si on est sur un système d'1 an, on est dans une situation particulière, mais avec un niveau de traitabilité relativement accessible. Quand on augmente à 3 ans, on voit bien d'emblée que la situation, elle n'est pas inaccessible, mais elle est tout de même, elle manque d'un cran dans l'exigence de reconnaissance. Donc ça, c'est pour obtenir le niveau du nouveau dispositif d'accès au diplôme qui permet d'exercer, la maintenance du titre. Et puis on voit bien aussi, et c'est ce que j'ai essayé de préciser tout à l'heure, mais j'ai vu des questions pour le reclarifier, quelqu'un dispose d'une spécialisation dans un registre donné avec des droits afférents, il souhaite changer d'orientation, il faut envisager le modèle et le dispositif qui permettent de traiter ces demandes. Ça n'est pas de la compétence du ministère de l'Enseignement supérieur, tel que sont définies ses compétences actuelles. Il n'y a pas de réponse actuelle au niveau du ministère, au niveau des ARS, parce qu'elles ont juste une compétence d'enregistrement de diplôme. Donc il y a bien quelque chose à inventer qui permet de traiter de ces réorientations et de ces fléchages possibles. Vous voyez là qu'il y a des questions importantes qui se posent par cette question de l'articulation entre la délivrance du titre et la délivrance du diplôme. Voilà, je crois les éléments essentiels, mais on a vu plusieurs questions qui demanderont de revenir sur le tableau de tout à l'heure et en donnant quelques explications complémentaires. Voilà, donc pour finir, je fais la première partie, Gladys terminera, on échangera. Vous voyez les parties prenantes et leurs compétences. Alors, vous voyez que ça a été distingué en fait en 2 grands volets parce qu'ils ont statutairement pas la même position. Le premier volet comprend le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il fixe un cadre réglementaire national des diplômes, il en fixe la nature, il définit le possible et l'impossible. Voilà, par exemple, j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas changer, on ne changera pas la règle sur les masters. France Universités, je l'ai mentionné aussi, c'est l'ensemble des universités qui définissent leur politique commune avec des règles de financement élaborées en commun. Il y a ensuite les universités en propre en tant qu'établissement qui construisent une offre de formation locale. Si on leur demande pour une formation numériquement très importante d'allonger la formation, elle coûte. Elle coûte en personnel, elle coûte en structure, elle coûte dans une diversité de composantes sur lesquelles on va revenir, mais nous avons dit, je reprends ça parce qu'on a vu ça dans les questions, la position interorganisationnelle que nous avons eue est de dire s'il y a allongement, c'est à la fois une formation de terrain et à la fois une formation académique. Ça, c'est la position commune qu'on a eue. Ça veut dire, par exemple, formation académique, ben oui, ça implique une charge, oui, ça implique de redistribuer l'existant, et plus c'est long, plus ça coûte. Voilà, mais en tout cas, ça, c'est des décisions d'établissement. Puis ensuite, il y a les départements de psychologie. Ils ont aussi, d'une certaine façon, leur mot à dire, puisque si on allonge la formation, bien évidemment, les départements de psychologie ne se verront pas affectés ipso facto 10 collègues de plus pour encadrer ces formations. Là aussi, il faut qu'elles fassent en fonction de leur capacité d'accueil, et c'est un vrai problème qu'on ne peut pas négliger. Donc ça, ils forment un paquet parce qu'ils sont, c'est leur mission d'État, je veux dire, ils sont décideurs dans ce cadre-là, parce que c'est leur job, voilà, c'est défini comme leur boulot. Et puis il y a à côté de ça une autre composante qui est effectivement importante, c'est celle qui doit être consultée, qui a son mot à dire, puisque ça vise une profession, mais là on est dans l'ordre non pas du prescriptif mais du consultatif. C'est la profession, les organisations professionnelles, les syndicats, et puis les psychologues au sens large. Soyons tous honnêtes et modestes par rapport aux capacités de représentation qu'ont les organisations. Beaucoup de psychologues y échappent, ils doivent avoir leur mot à dire. Et puis les étudiants, c'est la même chose.
On a vu tout de même qu'ils étaient particulièrement impactés par un allongement de la formation, en particulier dans les franges les plus modestes des étudiants, et on sait qu'en psychologie, nous ne sommes pas dans les populations les plus argentées parmi les étudiants, hein, étudiants qui sont à la fois étudiants en tant que tels, puis qui siègent, malgré tout, en tant qu'étudiants à la fois au sein des universités et au CNESER, qui est donc le Conseil national qui examine les évolutions des diplômes, où ils sont représentés. Voilà, donc c'est toutes ces parties qui n'ont pas le même statut, qui n'ont pas les mêmes composantes, qu'il faut convaincre si on souhaite cet allongement des études. Mais en ayant, et c'est ça qui apparaît important dans le débat, il ne s'agit pas d'énoncer des principes. Nous ne pourrons être entendus que si nous avons des propositions et des réponses possibles sur chacun des niveaux qu'on vient d'envisager. Si on est simplement sur des principes généraux, c'est un dossier qui n'est pas recevable. Voilà un enjeu qui est important. Oui, il Voilà va donc. falloir travailler les enjeux stratégiques. Enfin, les enjeux sont d'importance, hein, c'est pour ça que, alors ok, il y avait beaucoup plus d'inscrits que de présents à ce webinaire, mais en tout cas la profession se mobilise. C'est évident que l'allongement des études, ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps que certains la veulent, mais les enjeux importants à défendre et qui peuvent se faire du côté du ministère de l'enseignement supérieur, c'est la question du titre unique, puisque c'est celui que jusqu'alors, en tout cas au niveau de la FFPP, on a toujours défendu, et on ne le divise pas entre cliniciens, non cliniciens, santé ou pas santé. C'est vraiment la question du titre unique, et jusqu'alors toutes les organisations étaient partantes sur ce sujet-là, avec des spécialisations du côté de la voie du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. L'ancrage dans les sciences humaines, c'est bien pour ça qu'il faut s'en saisir, pour pas que ce soit fait à notre place, parce que l'idée des sciences humaines et sociales, c'est notre histoire. C'est là où notre formation comment dire, trouve son origine, trouve son, je sais pas moi, son ADN. On est bien ancré dans les sciences humaines et sociales, et on n'est pas ancré en médecine. Et effectivement, travailler un allongement des études pour en tout cas se préserver d'une éventuelle volonté de spécialisation du côté du ministère de la Santé, spécialisation qui irait du côté d'un parcours plus clinicien, plus santé, et qui diviserait le titre et donc par là même la profession, permettant d'autres accès, y compris l'accès au conventionnement au niveau 2, spécialisé, etc. Pour lequel il n'y a pas de travaux en cours, mais qui avaient été annoncés au tout départ. Alors pourquoi une réponse rapide? D'abord rapide, tout est relatif, hein, puisque quand même les travaux démarrent de 2018. La profession, elle est en cours depuis un moment sur ces sujets-là, et à chaque fois qu'on a eu entre guillemets une fenêtre de tir, on rapprochait les réunions de manière un peu plus intense. Là, il y a une possibilité du côté du ministère de l'Enseignement supérieur, donc on va travailler, au moins, ça ne veut pas dire qu'on va les convaincre, mais on va travailler à toutes ces organisations pour essayer d'avancer rapidement, et puis on verra bien si ça se passe. Si on laisse passer un mandat, enfin on voit bien du côté des organisations syndicales, quand on veut faire passer une loi, un décret, eh bien il faut se saisir des moments comment dire, des moments parlementaires, des moments, alors évidemment, là, tout de suite, maintenant, c'est pas le sujet, puisqu'il y a un petit sujet à l'Assemblée et au Sénat, mais qui nous concerne tous. Mais il y a des moments parlementaires, des moments où on peut faire des propositions. On fait partie de ces moments-là en ce moment. Voilà, je pense que nous sommes arrivés au terme de notre présentation. Un truc? On va revenir sur des points de débat, mais je voulais, je crois, revenir sur un petit point au moins d'information. Ça a sûrement été dit, mais je pensais que ça méritait une clarification supplémentaire. On viendra sur d'autres aspects. Mais c'était sur la notion de diplôme d'État, rajouter une précision. Pas en train de dire que c'est ce qu'il faut, mais c'est comment comprendre dans la situation les potentialités d'un dispositif. Hein. La différence par rapport au DU, puis la différence par rapport au master. Hein. Les DU sont des diplômes d'université, chaque fac met ce qu'elle veut dedans. C'est la liberté des universités.
Les masters qui ont dans le cadre du LMD, il y a un cadrage très global et diffus, mais ça repose sur l'idée de liberté académique. Chaque fac construit, à partir de normes très générales, des contenus précis. Mais ça, c'est la loi qui le dit, et on ne touchera pas à cette idée de fonctionnement des diplômes, puisque c'est un des fondements de l'université, celle qui permet de maintenir par cette liberté académique et de recherche le renouvellement des connaissances. Quand on est dans un diplôme d'État, c'est différent. Pourquoi? Parce que le diplôme d'État, dont le principe même, qui peut être articulé à des niveaux de diplôme de niveaux très très différents, ça n'a rien à voir avec les grades. Il y a des diplômes d'État dans tous les champs, pas que dans la santé. Il y en a dans l'éducation, il y en a dans le travail social, il y en a dans les professions de jeunesse et sport, de professions artistiques. Voilà. La caractéristique du diplôme d'État, c'est de déboucher sur une formation professionnelle qui permet d'exercer, parfois dans des professions réglementées, mais en tout cas de déboucher sur une formation professionnelle. Alors la caractéristique qui en découle, c'est qu'on est dans un dispositif de type cadrage, beaucoup plus précis. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est dans d'un programme complètement précis, mais le cadrage, il est national et obligé. Par exemple, concernant les psychologues, je prends un exemple marquant, on est tous attachés à ce qu'il y ait un enseignement de déontologie. En ce qui concerne les masters, c'est une préconisation et pas une obligation. Si nous passions à un diplôme d'État, cette forme-là permettrait en quelque sorte de rendre obligé sous différentes facettes l'abord des questions de déontologie. Voilà, juste cette petite explication-là sur laquelle je voulais revenir.